Virtual Nation, aujourd'hui, je suis avec Grégoire Gambato. Grégoire qui est le fondateur ou cofondateur de Germinal. Tu vas nous expliquer un peu tout ça. Et on va parler aujourd'hui de growth hacking. Bonjour Grégoire, je suis super content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ouais, je suis hyper content d'être là et je suis cofondateur. On est trois à la base avant de D'accord. Germinal. Ok. Tu peux nous donner un peu l'histoire de Germinal? Moi, je vous suis depuis quelques temps, mais je t'avoue que je ne vous connais pas bien en fait. Pourtant, on est voisins. Hein. Tu es à Grenoble, hein? Ouais, je suis à Grenoble, moi. Ouais, on n'est pas très loin. Tu peux nous Euh, parler un peu de l'histoire de Germinal? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Avec qui vous travaillez? C'est quoi au quotidien de Germinal? Germinal, c'est assez particulier comme histoire. En fait, moi, à la base, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais dans un espace de coworking à Grenoble. Et en fait, et je voulais lancer un accélérateur de start-up. En fait, j'avais lancé un accélérateur, je faisais des batchs, on faisait des promotions de trois startups dans l'espace de coworking. Et j'ai voulu lancer ça. Finalement, ça n'a pas pu se faire. Du coup, je me suis retrouvé free agent. Donc, je suis parti de la structure et on m'a proposé de faire une conf. Et je me suis retrouvé devant le groupe Verspiren à faire une conférence devant toutes les filiales du groupe sur le growth hacking pendant 1 heure. Et en fait, et comme ça, sans but, juste, voilà, on m'avait payé pour faire cette conf. Je suis arrivé, j'ai fait la conf. Et il y a des boîtes qui m'ont contacté à la suite de ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on m'a demandé de les aider en growth. Et en fait, moi, je fais beaucoup de conseils, j'aide sur la stratégie, etc. Mais il y a plein de choses où techniquement, je suis limité. Et du coup, je venais de rentrer dans une communauté liée au growth qui s'appelait Growth France, où il y a 3500 growth qui a été cofondé par Benjamin Gabé. Et du coup, j'appelle cette personne-là, qui est devenu mon premier cofondateur, et il m'a fait une intro avec Paco Viltar, qui est mon deuxième cofondateur. Et du coup, à l'époque, on travaillait avec plein de boîtes, beaucoup de PME, sur un mode itératif. En fait, chaque semaine, on faisait des tests sur le long terme. Et en fait, petit à petit, la boîte a évolué. On est passé de 3 à 30 personnes en 2 ans. Maintenant, on bosse avec à peu près un quart du CAC 40, avec plein de scale-up, des boîtes comme Frichy qui en avait 30 millions, Payfit un petit peu, qui avait 70 millions, Ornicar qui avait 35 millions, etc. Et en gros, on est passé maintenant, on fait des missions commando hyper courtes sur entre 4 et 8 semaines. On fait un maximum de tests. En fonction du résultat des tests, on itère et on propose des nouveaux tests. On essaie d'avoir la croissance le plus vite possible. D'accord. Et on fait aussi de la formation en ligne qui marche très très bien. Et là, on va lancer une offre en fait pour les équipes acquisition clients, donc toutes les boîtes avec le market, l'acquisition, le growth, etc. Pour les aider en fait une base de connaissances pour les aider à rester à jour et à leur envoyer des news chaque semaine, accès à de la formation, à des news, etc. Donc ça, c'est notre nouveau produit qu'on va lancer. Et je t'en parle ici en exclusivité parce que ce sera lancé la Eh ben, semaine prochaine. merci pour l'exclu. Moi, j'ai hâte de voir ça. Tu es aussi l'auteur d'un livre sur le growth hacking. Je crois que c'est peut-être en français l'un des rares livres qui existent sur le sujet. Non, c'est ça? Tu as écrit ça. Ça date de quand? C'est ça, ça date de 2017. J'ai écrit avec Frédéric Canvet. Je suis D'accord. co-auteur. C'est vraiment lui qui a l'idée. Moi, j'ai vraiment aidé sur la partie un peu technique, sur certaines briques, etc. Mais c'est vraiment lui qui a l'initiative. Et là, il s'est hyper bien vendu. Je crois qu'on a vendu un peu plus de 3500 ou 4000 exemplaires. Et là, il est réédité et ressort en août. Donc, D'accord. complètement mis à jour. Et on a rajouté un co-auteur, Olivier, qui est head of sales chez nous, qui est très, très chaud en growth. Et en gros, voilà, il ressort. Et oui, c'est le bouquin de référence en France. En France, sur le Après, growth voilà, le hacking. secret pour écrire un bouquin de référence, c'est d'être le seul à avoir écrit un bouquin sur le sujet. Voilà, Ça si vous peut voulez mon aider. secret. Bravo en tout cas, parce que ouais, je crois savoir qu'il marche bien le bouquin et c'est une belle référence. Bon, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le growth hacking? Tu sais, nous, on est dans le secteur industriel. On est encore déjà en train d'expliquer et de comprendre ce que c'est que le marketing. Donc, avec des anciens comme nous, il faut y aller, il faut y aller doucement. Je plaisante un peu, je caricature, mais qu'est-ce que c'est que le growth hacking? Et à ton avis, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à des boîtes avec des cycles de vente complexes comme l'industrie, par exemple? Alors, le growth hacking, pour moi, c'est comment faire de la croissance de façon non conventionnelle. Non conventionnelle, parfois dans les techniques, en utilisant des outils qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser pour aller récupérer des adresses email, par exemple, de contacts LinkedIn, euh, aller recibler les gens de façon un petit peu maligne, etc. Mais surtout, dans l'état d'esprit, pas que dans la technique. Vraiment, sur l'aspect itératif, on fait des tests et au lieu de faire un plan sur 6, 9 mois, 1 an, ce qui peut être très intéressant dans certains cas et pour certains types d'actions, hein. Mais là, on va essayer d'aller chercher des bénéfices rapides et on va faire des tests et au bout d'une semaine, 2 semaines, en fonction des résultats, on va se remettre en question, on va retester des choses. Donc pour moi, c'est vraiment de l'expérimentation très rapide sur un mode non conventionnel, c'est-à-dire inhabituel. C'est Alors, vraiment non ça pour moi. conventionnel, du coup, il y a plein de questions qui me viennent là quand je t'entends. Non conventionnel, c'est est-ce qu'il n'y a pas des risques de. Je te dis les questions, les retours que je peux avoir moi quand je parle de ça avec des clients, mais qui peuvent être aussi parfois un peu mes craintes. Est-ce que c'est réglo déjà d'un point de vue, comment dire, RGPD? Tu parlais d'aller chercher des adresses mail sur LinkedIn, tout ça, on est toujours très prudent. Dans l'industrie, encore plus, parce qu'on
toujours parfois sur des sujets un peu touchy ou complexes. Comment comment on fait pour pas être borderline? Est-ce que tout ça, c'est des choses qui sont qu'on peut faire facilement sans risquer quoi que ce soit? C'est quoi la limite là entre le growth hacking et puis peut-être des pratiques compliquées? Enfin, peut-être que ma question est Non, naze, hein, non, c'est mais hyper pertinent. C'est pour ça, je te dis, nous, au début, il y a vraiment l'état d'esprit, le concept technique et l'état d'esprit. Sur le côté état d'esprit, il n'y a aucun risque. Le fait d'itérer hyper vite, etc., ça vous permet juste de tester plus vite, de se concentrer sur de prévoir des actions à plus court terme, etc., de réfléchir différemment. Bien sûr, ça vient en complémentaire d'une stratégie classique et ça vient vraiment appuyer. Donc là, aucun problème. Et sur la partie technique, un peu plus dark, en effet, nous, dans notre jeunesse, je cache pas qu'on a fait des trucs un peu limites, un peu border, ou en termes de RGPD, etc., on n'y était pas du tout, hein, quand j'ajoutais des gens automatiquement avec Facebook et je récupérais leur adresse email personnelle pour leur envoyer, pour essayer de leur vendre des produits. On n'y était pas du tout. Et en fait, on s'est rendu compte que, bah, nous, on a dû épurer tout ça et enlever tout ce qui était limite, quoi. Et il y a plein de gens qui font encore des trucs un peu dark et en fait, c'est pas forcément plus efficace. Je m'en suis rendu compte avec l'expérience. J'ai vraiment une phase très dark où j'essayais tous les derniers outils, les derniers trucs un peu border et tout, qui étaient vraiment limite, quoi, ça marchait pas. en fait, Et pour moi, on n'a pas besoin forcément de le faire. Ça marche pas mieux si tu vas forcer un peu les choses. De toute façon, il non, faut rester dans je non, dirais pas le respect forcément. Ouais. aussi du gars qui va acheter, quoi. Non, faut rester dans le respect. Puis faut savoir jouer avec la limite. Par exemple, la CNIL a fait des directives sur la prospection par email pour les professionnels. Nous, on reste dans cette limite, mais on touche un peu la limite parce que parfois c'est beaucoup plus efficace de faire certains types d'actions. Mais une fois de plus, ça va être des adresses email professionnelles. La personne va pouvoir se désinscrire, etc. On joue un petit peu avec la limite, mais le risque est extrêmement faible. Il n'y a jamais eu de condamnation. D'ailleurs, la CNIL n'a jamais pris position et a expliqué que le RGPD ne changeait rien sur les règles de Non, hein. prospection par email parce qu'ils se sont rendus compte que sinon, ça allait poser des énormes problèmes pour énormément d'équipes de commerciaux. Donc, en fait, non, il n'y a pas il y a pas de problème. Mais en effet, faut savoir jouer avec la limite parfois, mais 90% de ce qu'on fait, maintenant, c'est parfaitement compliant. Même Et si à une puis, époque, c'était pas le cas. l'essentiel aussi, c'est que l'impression que j'ai, c'est que c'est plutôt des outils qui permettent d'automatiser un certain nombre de choses. Quand je dis automatiser, c'est pas forcément envoyer des emails automatiques, mais c'est par exemple récupérer plus facilement des adresses email que de toute façon on pourrait avoir en le faisant à la main, quoi. Sauf que ça te prendrait peut-être 10 plombes d'aller chercher les adresses email de tous tes contacts LinkedIn, alors que tu peux les récupérer avec des outils quand c'est disponible, quoi. C'est un peu ça, quoi. Exactement, ouais. Exactement. Par exemple, pour les adresses email, tous les sales le font à la main pour récupérer l'adresse email de quelqu'un qui veut aller contacter. On peut le faire de façon automatique. Pareil, et souvent, je dis aux gens, faites automatiser. Utilisez le growth hacking pour faire des choses qui marchent à la main. Si vous faites quelque chose à la main et que ça ne marche pas, c'est pas parce que vous le faites 1000 fois plus que ça va mieux Ça a marcher. mieux marché, ouais. Ça, c'est Si vous une faites quelque chose à la main qui fonctionne, là, vous pouvez le mettre à une autre échelle. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est j'envoie des messages à mes contacts LinkedIn dans LinkedIn pour les tenir au courant de ce que je fais. J'envoie un message toutes les 5 semaines en moyenne. Je le faisais à la main, ça a marché, maintenant je l'ai automatisé. Et comme j'ai 16 000 contacts LinkedIn, ça me permet d'envoyer entre 300 et 500 messages par jour. D'accord. Je te laisse imaginer si je le faisais à la main. Ce serait un enfer, ça n'aurait aucun sens. Et Et du en coup, même ce temps, truc c'est des messages qui apportent de la valeur, quoi. Tu cherches pas à leur vendre quoi que ce soit. C'est Ah juste non, des non, je leur messages parle de… que les ouais. gens ont accepté de recevoir, qui te connaissent. Donc, ça, Exactement. c'est pas Et un là, c'est problème. ouf. Et j'ai énormément de retours. J'ai plein de gens qui me disent, mais c'est trop bien, merci de m'avoir écrit, etc. J'ai des retours. Oh là là, t'as dû passer du temps à m'écrire, merci, etc. J'ai des taux de réponse, des taux de clics qui sont hyper élevés. C'est automatique. C'est du growth parce que c'est un truc original que peu de gens font, d'avoir une newsletter, entre guillemets, interne à ses contacts LinkedIn. C'est un truc que j'ai jamais vu, en fait, et que moi, j'ai essayé, j'ai testé à la main. J'ai vu que ça marchait, je l'ai automatisé, je l'ai industrialisé. Maintenant, il y a des boucles en fonction, les gens me répondent, etc. Je peux les mettre dans mon CRM et compagnie. Et du coup, bah, en créant ce système avec cette expérimentation d'abord à la main, puis automatique en mode growth, puis ensuite en mode long terme sur comment ça tient, j'arrive à faire des trucs de dingue. Voilà. Là, tu viens de donner beaucoup de valeur. Là, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je pense que si un commercial écoute ça, il va se dire, tiens, Ouais, il faut qu'ils écoutent les commerciaux. Là, mes il y a yeux trois commencent à pistes. briller. Mes yeux commencent à briller. Bon, je vais pas te demander tous tes secrets. On a l'impression parfois que c'est un truc un peu secret, tout ça. C'est quoi, par exemple, le type d'outils qu'on peut utiliser? Tu peux nous en citer quelques-uns pour faire ce genre de choses là que tu fais aujourd'hui? On va Bah, pas détailler, mais juste pour que les gens qui veulent aller chercher, bah, peut-être puissent le faire. Bah, par exemple, si vous voulez envoyer des emails un peu cool, il y a Lemlist, Lemlist. Ça vous permet d'envoyer des emails hyper sympas avec des images, des trucs sur des petits. Alors, quand vous faites ça de façon industrielle, quand vous envoyez vraiment beaucoup d'emails, je trouve que c'est limité. Ouais. Mais si vous êtes deux, trois, vous voulez faire des trucs sympas, c'est vraiment cool. Il y a Phantom Buster qui vous permet d'automatiser plein de choses. Phantom comme un fantôme en anglais, Buster, B-U-S-T-E-R.
C'est génial, c'est ouf. J'ai Moi, je découvert dois ça il n'y mettre a plein pas de choses. longtemps. Ouais, c'est top. Ouais. C'est incroyable, je connais très bien le CEO des deux boîtes. Déjà, les mecs sont ouf. C'est Made in France, les produits sont hyper solides. Il y a une vraie équipe derrière. Vous n'êtes pas en train d'utiliser un produit où il n'y a personne, il n'y a pas de support, etc. Et ça, par exemple, avec ces deux outils, vous pouvez envoyer des séquences d'emails hyper cool. Vous pouvez faire plein d'automatisations sur LinkedIn, sur d'autres réseaux. Avec Phantom Buster, vous pouvez automatiser sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Medium, sur YouTube, etc. Il y a plein de choses ouf. Il y a énormément de possibilités. Vous devez juste regarder la documentation pour vous inspirer. Voilà, pour moi, c'est ça les deux outils et l'outil du moment vraiment. Et là, c'est pas un outil, c'est utiliser LinkedIn, c'est-à-dire Ouais, LinkedIn en mode organique. Moi, je fais entre énorme, quoi. 150 000 et 300 000 de portées de posts par semaine. Donc, j'ai entre Ouais. 150 000 et 300 000 personnes qui voient mes posts chaque semaine. C'est complètement organique. Il y a peu de compétition. Alors après, il y a des règles, la méthode. On en a parlé dans une vidéo YouTube. Et en fait, il y a pas vraiment il y a pas vraiment de secret. C'est juste que les gens, quand ça marche, ils partagent pas. Et moi, je sais qu'on s'est mis à partager ces tips parce que nous, comme on vend une base de connaissances, bah, on a tout intérêt à dire ce qu'on fait. Et en fait, on vend avec cette base de connaissances l'accès à toutes nos compétences et à tout ce qu'on gardait avant pour nous Ouais. et qu'on donnait à personne. Pour garder cet avantage, maintenant, on le vend en mode abonnement. On va le vendre en mode abonnement. Et en fait, et c'est un énorme problème parce qu'il y a énormément de boîtes qui n'arrivent pas à être au courant. Mais en fait, quand on partage ces tips, on se rend compte que ça marche. Et oui, le growth, c'est un petit peu secret. Tu sais, c'est des petites communautés Ouais, c'est Slack, ça. c'est Ouais. Ouais. 100 personnes, 150 personnes sur un forum qui vont discuter. Et avant qu'un truc devienne global, que tout le monde l'utilise, il se passe souvent 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ben, il y a des boîtes comme nous qui en profitent en attendant parce qu'on découvre et qu'on est en première ligne. Mais si vous arrivez à vous connecter à cette information, et il y a des podcasts comme ce podcast qui donne l'info, il y a des chaînes YouTube, etc., et que vous arrivez à vous connecter, euh, bon, vous pouvez demander qu'on le fasse pour vous, ça vous fait gagner du temps, mais si vous avez beaucoup de temps et que vous êtes prêt à chercher 5-6 heures par semaine, bah, tous ces secrets, ils sont à dispo et vous pouvez vraiment faire des trucs cool. Et puis techniquement, c'est pas des trucs. Non, Il y non. a beaucoup de choses qui sont accessibles sans forcément être un dev, sans Ouais, forcément. On peut mettre en place 90% du ça. taf est accessible Ah, faut quand même se chauffer un petit peu. Des fois, faut regarder la doc de l'outil pendant 20 minutes. Hein. Ouais, Phantom Buster, faut y passer 20 minutes. Mais une fois qu'on y a passé 20 minutes, on sait faire. ça l'utilise. Tu travailles avec pas mal de boîtes. Tu citais tout à l'heure des boîtes du CAC 40. Donc j'imagine que dans tes références clients, tu dois avoir peut-être des boîtes liées à l'industrie. Ouais, Schneider Euh, Electric, notamment. Schneider Je Electric, salue tiens, bah, Nicolas tu vois. Wilpassinger s'il écoute ce Ok, podcast. donc je suis surpris qu'une boîte comme Schneider Electric, qui peut paraître comme un peu un mastodonte, ait intégré ce genre de dispositif. Ça en dit long, en fait. Ça veut dire qu'aussi, c'est pas si dark que ça et que ça peut rapporter même à des boîtes un petit peu pignon sur rue. Parce que je sais que dans des boîtes comme ça, souvent, on marche sur des œufs, sur les actions qu'on Ah oui, non, mène. mais nous, on bosse C'est avec. validé par 20 échelons avant de Ah ouais, ouais, sortir de la boîte, quoi. on bosse avec la Société Générale Assurance ou Allianz, par exemple. Je vous assurer que c'est des boîtes, c'est carré, quoi. Ouais. Ou on bosse avec L'Oréal Luxe. L'Oréal Luxe, faut pas se tromper, hein. Faut pas Faut faire du pas que la dark, quoi. page, elle soit pas ouf, tu vois. Genre, le truc Ouais, dark, t'oublies. Mais par ouais. exemple, L'Oréal Luxe, on a fait un truc qui a très, très bien marché pour une de leurs marques. Et en fait, c'était original. Ils l'avaient jamais fait, ça avait jamais été fait. Et c'était parfaitement légal, parfaitement nickel, mais juste, le truc était juste nouveau. Et du coup, les consommateurs ont trouvé ça cool. C'était en fait, on créait des invitations très rapidement, mais c'était des invitations personnalisées, en gros, pour un événement. Et en gros, les gens, on leur faisait une pub. On avait commencé par faire une publicité où on demandait aux gens quel type d'événement ils voudraient voir dans leur ville. Du coup, on a eu 1000 réponses. On a pris le top événement, on l'a créé dans une boutique de la D'accord. marque que je peux pas citer. Et après, on a créé une page où les gens pouvaient télécharger une invitation personnalisée limitée à 50. Et en fait, les gens, ça téléchargeait une invitation personnalisée. Et on a énormément de gens qui sont venus en magasin. Et en fait, et à aucun moment on prend leur email, etc. C'est-à-dire, on prend aucune info personnelle. Ça télécharge juste une invitation personnalisée en fonction des infos qu'ils ont rentrées, mais nous, on ne les collecte pas. Ce qui fait D'accord. qu'on collecte aucune data, mais qu'en fait, pour la personne, ça crée une hype parce qu'elle sait que c'est limité dans le temps, que c'est limité à un nombre de personnes. Ouais, puis Nous, on collecte pas de données, donc on ça peut faire. crée de sentiments d'exclusivité, donc on se Exactement. précipite en boutique. Ok. Et en plus, c'était hyper quali. Les invitations étaient hyper belles en PDF. La page était hyper quali. Et genre, on a eu des résultats qui étaient juste Ça, ça, incroyables. ça me fait plaisir parce que ça veut dire que le formulaire et la landing page et l'e-book sont pas les seuls moyens d'avoir des leads, quoi. Oui, c'est ça, On peut exactement. générer du business même en physique aujourd'hui Et c'est avec des ça. stratégies comme Et celle-là. par une page, par une landing page, mais les gens téléchargeaient leur invitation. Et ce côté, on télécharge une invitation. Et normalement, quand tu télécharges une invitation, tu as 10 questions. Tu dois dire j'autorise à être contacté. C'est lourd, machin. Ouais, c'est Et clair. là, et je vais te dire un truc. On avait essayé, quand on a testé aussi en amont avec les formulaires, on s'est rendu compte que ce qui marchait le mieux, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Et Ok. pareil, on a testé une cinquantaine de pubs et il y a 2-3 pubs qui sortaient du lot. Donc on est Donc ça, vraiment dans cette c'est ça démarche qui de est test. intéressant dans la démarche, c'est que pour arriver à ce résultat sur une opération qui marche, en amont, vous avez fait quand même un certain nombre de tests sur des petits échantillons. C'est ça, si je comprends bien la démarche. C'est Vous ça avez fait exactement. plusieurs versions de la pub.
C'est ça, on a testé plein de versions de la pub, on a demandé l'avis au consommateur directement, etc. Et en fait, si on avait essayé de faire un plan sans demander l'avis au consommateur, sans faire de test, il y avait à peu près 200 combinaisons. Ok. Et il y avait 2-3 combinaisons qui ont marché. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on avait une chance sur 50 ou sur 100 que ça marche. Ok. Par contre, comme on a testé, bah, en fait, on a pu mettre le doigt sur ce qui marchait. Du coup, on a eu des résultats qui étaient incroyables. Et pourtant, c'est ce que je vous dis là, c'est simple, il y a rien, c'est cool, mais c'est juste un état d'esprit de tester, de faire des échantillons, etc., de demander des retours, de trouver aussi quelque chose d'un peu plus sympa et d'un peu plus cool en termes d'usage qu'un vieux formulaire de 10 questions où vous cochez 3 trucs RGPD. Et du coup, on a choisi de ne pas collecter de données. Donc, ça veut dire sortir un petit peu si je résume, des chemins classiques ou de ce qu'on nous a appris dans les écoles de marketing ou dans les certifications. Alors, c'est bien d'avoir ces bases-là parce que ça te donne aussi ça. Ah non, mais les bases, c'est génial, mais les bases, et après, faut être capable d'en sortir, quoi. C'est ça, les bases pour moi. Tu vois, pour moi, une base, faut aller la chercher quand tu apportes vraiment de la valeur, mais quand tu veux attirer quelqu'un en magasin, par exemple, il faut voir c'est quoi ton objectif. Est-ce que ton objectif, c'est d'avoir un email? Est-ce que ton objectif, c'est d'avoir quelqu'un qui va en magasin, etc. Tu peux pas tout avoir. Tu peux pas demander à quelqu'un de te donner son email, son nom, son prénom, et en ses plus préférences, de faire venir en magasin, de venir en magasin, d'acheter. Il y a un moment, il faut prendre un objectif. Est-ce que tu veux des abonnés sur ta chaîne YouTube pro? Est-ce que tu veux des emails pour recontacter les gens pour apporter de la valeur? Est-ce que tu veux des gens qui téléchargent un livre blanc? Et en gros, faut avoir un objectif clair. Il faut essayer de maximiser cet objectif. Et si tu veux le beurre, l'argent du beurre et la crémière, tu n'y arriveras pas. Et souvent, les boîtes, et plus tu veux de choses, plus c'est complexe, moins ton attention elle est claire, plus tu perds le consommateur ou ton client, ton prospect potentiel, plus la personne se méfie et plus toi, ça va être compliqué parce que tu as des emails à traiter, qu'est-ce qu'on en fait, il faut les mettre dans le CRM et compagnie. Une action claire, on teste, on y va, on fait simple, ça marche et on teste. On teste, on récupère de la data, on analyse et on n'a pas besoin. Ce qui me semble intéressant, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir des masses de data énormes. En fait, là, tu peux faire 50 tests, tu fais un petit test sur plusieurs tests sur le même type de pub ou de vidéo, et puis tu regardes un peu celle qui marche, quoi. Et on peut faire des choses comme ça, en fait, tous au quotidien. Je prends un exemple de mail de prospection que j'envoie. Ah, totalement. Nous, les mails de prospection, on dit envoyez-en 150 avec un style. Si vous envoyez 150 emails, qu'il y en a un qui est ouvert à 80% et vous envoyez 150 emails à côté et que l'autre est ouvert à 12%, vous n'avez pas besoin de savoir s'il y en a un qui marche mieux que l'autre, c'est évident. Si les deux sont au coude à coude, c'est que les deux sont mauvais, généralement. Donc, du coup, il faut en trouver un troisième. Ouais, il faut en trouver un troisième. Et nous, on cherche à faire des petites expérimentations sur des petits volumes où on sent qu'on décroche en termes de métriques, qu'on est vraiment au-dessus. Et d'ailleurs, c'est pareil sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis mis à Twitter, je fais beaucoup de tweets sur du full pro. Hein. Nous, notre panier moyen, c'est entre 15 et 20 000 euros, donc c'est quand même pas facile à vendre. Et ben, je fais plein de tweets, et j'ai vu des styles de tweets qui marchaient. Et au début, je me disais, qu'est-ce que je vais tweeter? J'avais intellectualisé le truc et tout. Et maintenant, je fais des tweets. Si ça marche pas, au bout de 30 minutes, je le supprime et j'en essaie un autre. Et c'est pareil en prospection B2B. Tu supprimes même le tweet que tu avais fait? Oui, je supprime le tweet. Ouais. D'accord. Et ça veut dire qu'en termes d'état d'esprit, tu es toujours en train de chercher, de gratter. Il faut aussi avoir une capacité à analyser un petit peu quand même conséquente. Parce qu'il faut avoir du temps pour surveiller tout ça aussi. Bah après, moi, du temps, faire un tweet, je regarde au bout d'une demi-heure s'il a marché. S'il n'a pas marché, je supprime. D'accord, tu supprimes. D'accord, donc tu fais ça en continu. Fais ça en continu. En fait, ça devient un état d'esprit. En fait, en gros, le temps avant que je passais à me demander si une idée était bonne, maintenant, je me pose plus cette question-là. Je lance et je passe du temps à me demander si les résultats sont bons ou pas. D'accord. Et en fait, j'ai transféré. J'ai transféré ce temps de réflexion. Moi, maintenant, tu vois, un tweet, je me laisse 10 minutes pour l'écrire. Un post LinkedIn, je me laisse une demi-heure. Un bon call d'email, je me laisse 1 heure. Là où avant, je me souviens, j'ai des clients, ils passaient 4 jours, 5 jours, 6 jours. Il y avait 8 personnes qui passaient sur le truc parce que c'était le truc de l'année. Non, envoyez 100 emails, voyez si ça marche. Et j'ai envie de dire, c'est normal. Quand on envoie un email à 10 000 personnes, on a envie qu'il soit parfait. Quand on l'envoie à 100 personnes ou à 50 personnes, on est beaucoup plus détendu. C'est moins grave, ouais. C'est moins grave. C'est une super approche, quoi. C'est-à-dire que plutôt que de faire du massif en faisant des plans sur des trucs finalement, un des gros problèmes, moi, que je vois dans le marketing, notamment dans l'industrie, c'est qu'on décide de stratégie parfois sans avoir aucune data. On n'a pas d'analyse et donc on lance une stratégie. Parfois même, ne serait-ce qu'interroger les clients, c'est compliqué. Hein. Moi, il m'arrive très souvent de me heurter à ça. Quand je demande à mes clients, est-ce qu'on peut parler à vos clients pour comprendre quels sont leurs problèmes? Déjà, tu te heurtes. Ah, mais vous voulez vraiment parler aux clients, mais ça va être parler, dur. C'est-à-dire parler sans lui vendre un truc. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Donc c'est super compliqué. Mais en fait, voilà. Donc si on peut pas accéder à la connaissance client, on teste. En fait, on peut balancer entre guillemets des différents tests sur la même opération. Et puis on regarde les résultats et on analyse. Et j'ai l'impression qu'on n'a même pas besoin d'avoir des outils formidables. Mesurer le taux d'ouverture d'un mail, ça peut se faire avec des outils qui sont quasiment gratuits. Ah, des outils basiques, ouais. Et puis souvent, je dis aux gens, commencez, lancez, ne faites pas une machine à gaz.
Et je le dis d'ailleurs, les commerciaux, ils le comprennent. On teste des argumentaires de vente en permanence. Enfin, les bons commerciaux, hein. Si ça fait 10 ans que vous faites le même pitch, c'est mauvais pour vous. Déjà, si vous avez un pitch, déjà, c'est un problème. Voilà. Moi, je sais que je teste en permanence des nouvelles façons de parler à mes prospects, etc. Alors après, bien sûr, plus on a d'expérience, moins on teste de choses parce que l'offre, elle change pas. Mais on est toujours en train de tester. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire sur l'acquisition en ligne. Au début, tester sur, là, on va tester un pitch sur 3 clients en étant commercial. Ça vous viendrait pas à l'idée, en tant que commercial, de vous dire, j'ai un pitch, j'ai une façon de présenter mon produit, je vais l'écrire, je vais réfléchir pendant 4 jours et ensuite je vais la pitcher à 100 personnes pour voir si ça marche. Vous allez d'abord le faire à 3 personnes, vous allez voir les retours que vous avez. C'est pareil pour l'acquisition en ligne. Sauf que au lieu de présenter à 3, on présente à 60 ou à 80 personnes par email ou à 1000 personnes dans une pub parce que forcément on est sur on a besoin d'échantillons un peu plus gros parce que c'est pas le même type d'action et la personne, vous avez juste à avoir 40 secondes de son temps sur une page alors que quand vous lui parlez, vous avez une demi-heure de son temps, donc vous avez plus de retours. Mais voilà, faut commencer petit, faut commencer facile, et quand ça marche, après on passe à l'échelle et on fait des trucs. Et là on industrialise. On industrialise. Et là vous allez voir Karim pour qu'il vous aide à industrialiser. Voilà, je fais de la promo discretos. Entre collègues de Rhône-Alpes, on se soutient. Merci, cher Grenoblois. Une question que je me posais aussi, growth hacking, là tu viens de citer des marques qui sont un peu B2C. Est-ce que tu as des clients aussi dans le B2B, donc on peut développer ça en B2B. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à vendre, à le faire? Est-ce que tu trouves qu'il y a une grosse différence entre les deux? Ou est-ce que finalement, c'est les mêmes leviers entre les deux types de business? C'est un peu ça, quoi. Sur des ventes complexes, j'ai l'impression que souvent dans l'industrie, tu peux avoir des ventes qui vont durer 6 mois, quoi. On n'est pas sur un chat spontané. Comment on peut appliquer ce genre de stratégie, notamment sur la partie commerciale, quand le cycle de vente, par exemple, il dure 6 mois, 1 an et qu'on est sur des ventes extrêmement complexes? Alors, aujourd'hui, le B2B, si vous vendez des trucs à 2, 3, 5 000 euros sur un marché assez large, ce qui n'est pas notre cas, le B2B, le B2C, c'est pareil. Facebook Ads, ça marche hyper bien en B2B. Donc, faire de la publicité sur Facebook en ce moment. Il faut faire de l'influence sur LinkedIn, il faut faire de l'influence sur Twitter au lieu d'être sur Instagram ou sur TikTok. Il faut faire de la publicité sur Facebook, sur Google. Il faut faire des belles pages de vente, il faut travailler sa marque, etc. Donc ça, il y a quasiment aucune différence. Et moi, Germinal, je me considère comme un média, comme une marque B2C et ça marche plutôt bien. Sur les ventes complexes. Moi, ce que je pense sur les ventes complexes, c'est que du coup, c'est plus dur à mesurer, c'est plus dur de savoir. Ça dépend de l'échantillon, mais en gros, le B2B, il faut se dire un truc. Déjà, la marque, c'est hyper important, ça doit pas être boring. Et pour moi, même si vous avez que 10, 15 000 personnes en France ou de 1000 boîtes avec lesquelles vous pouvez vendre, vous devez faire du contenu d'hyper bonne qualité avec un ton tranché, une charte graphique, une charte, un univers attrayant. C'est pas parce que vous vendez des machines 50 000 euros que ça doit être chiant. Que ça doit être chiant. Ouais, c'est clair. Parce qu'en fait, vous parlez à des experts. Vous êtes un expert, mais un expert ne doit pas être chiant. Moi, j'ai eu des cours en droit de mecs avec leur robe, parce que j'ai un master en droit des affaires pour ceux que ça n'intéresse pas. Ils faisaient des cours en robe de cérémonie, qui lisaient leurs livres. Et c'était les experts mondiaux, hein, mais ils étaient chiants. Et je me souviens toujours, j'avais un prof qui était incroyable. Et c'était un des plus grands experts français. Mais son cours, il était cool, il était smooth, et on avait l'info qui passait. Et vous devez être cool. En fait, cool, pas cool de façon. Je veux dire, ça doit être sympa pour vous. Ça doit être attrayant pour vos prospects. Ils doivent avoir envie de vous écouter. Il faut y mettre la forme, en fait. Et c'est un peu ce que négligent souvent les industriels, c'est que sous prétexte que ce qu'on vend est sérieux, c'est des grosses machines, ça coûte super cher, donc on va pas y mettre forcément des formes extraordinaires. Et on a négligé pendant des années ces aspects-là, quoi. Donc, et attrayant, c'est qu'il faut rendre ça attrayant, quoi. C'est ça. Et attrayant ne veut pas dire pas sérieux. C'est-à-dire, on peut être très expert, mais on peut être souriant, on peut avoir des belles couleurs, on peut avoir des sites qui sont bien foutus, on peut avoir du contenu qui est intéressant, clair. C'est pareil, quand vous envoyez un livre blanc à un client, vous n'êtes pas obligé de faire des trucs avec des gros pavés. Vous pouvez écarter avec une police plus courte, en allant droit au but, etc. Et en étant hyper technique. Et pour moi, ça déjà sur la marque, sur la façon de parler, c'est hyper important. Et sur les canaux d'acquisition, honnêtement, tout ce qui est prospection par email, etc. Bien entendu, qu'il y aura plus de contacts physiques. C'est indéniable. Il y aura plus de coups au téléphone. Les commerciaux ont plus d'importance. Mais même, pour moi, il y a deux approches. Il y a soit l'approche semi-personnalisée, c'est-à-dire vous avez une cible de 2000, 3000 personnes et nous, on se rend compte qu'on peut automatiser toute une partie de l'approche. Donc, en gros, on fait des séquences, on envoie une lettre postale, une lettre recommandée. Ensuite, on envoie 3 emails. Ensuite, on ajoute la personne sur LinkedIn. Et ensuite, on lui laisse un message automatiquement sur son téléphone. Ça fait 2 fois cette semaine que j'entends un marketeur de haut niveau, comme toi, me parler de lettres postales. Et donc, j'étais un peu surpris la première fois que je l'ai entendu hier.
Mais c'est vrai que explique-moi un peu ça en fait. J'aimerais bien comprendre là le Bah, truc. en fait, les gens, on veut les toucher sur plein de points de contact. Et votre lettre, elle doit être cool. Hein. Votre lettre, c'est pas un vieux logo. Bonjour, monsieur. Vous pouvez faire une lettre Ouais, cool. Une lettre, mais cool, pas cool. Comprenez-moi, dans votre industrie, mais concise, efficace, qui donne envie, etc. Bien, enfin, voilà. Vous pouvez faire des belles lettres. Et en fait, ok. la lettre, comme plus personne l'utilise, ça redevient important. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, un clic sur une publicité sur LinkedIn, ça coûte aussi cher qu'une lettre recommandée, Ouais, c'est-à-dire c'est 5 clair. euros, C'est quasiment. clair. C'est Donc, clair. est-ce qu'il vaut mieux faire que quelqu'un clique sur votre pub ou est-ce qu'il vaut mieux que quelqu'un reçoive une lettre? En Et j'ai envie de plus, vous une dire, une lettre belle lettre, recommandée, tu la reçois en personnalisé avec ton nom. Le facteur te l'amène en main propre. c'est ça Donc tu te dis, exactement. mais qu'est-ce qui se passe? Moi, bon, Et après, après, ça me tu fait un peu reçois un peur les email, recommandés. J'ai toujours l'impression que c'est l'URSSAF. c'est ça. L'URSSAF ou les C'est parce impôts que c'est qui l'URSSAF sont à mes aussi. basques, en fait. En ce moment, l'URSSAF, ils sont un peu plus sympas, mais. Et on fait des petites blagues sur l'URSSAF. Ouais, quand t'as oublié de payer ta cotisation, genre ta Tu cotisation reçois- sur ta boîte perso, tu fais putain, je leur dois 430 euros. Tu sais, alors que tu leur as versé 50 000 euros d'URSSAF ce mois-ci pour tes salariés, mais que tu leur dois Ouais. 432 euros sur ton truc et qu'ils Mais savent ils pas t'envoient une qu'ils. lettre recommandée pour ça. En général, c'est eux qui utilisent ça. Donc c'est vrai que ça peut être une stratégie intéressante. Et on fait des lettres simples et en fait, cette stratégie de. Et on écrit, on laisse un message et ça, c'est ce que j'appelle le semi-personnalisé. Et vous pouvez faire un truc cool, une belle séquence. C'est sérieux, c'est pro, mais c'est pas ennuyeux. Et votre email, vous avez bien reçu ma lettre, etc. Un truc. Tu vois, tu peux Ouais, faire ça des, peut des être un truc séquences, que des trucs vraiment tu peux cool. balancer derrière une petite vidéo. En fait, alors, C'est qu'est-ce ça, que vous avez exactement. pensé Et de tu sais, la tu lettre peux que faire j'ai des vidéos envoyée? personnalisées Ouais. par Moi, j'en fais prospect. beaucoup. Ouais. On en fait beaucoup avec une plateforme sur laquelle on est partenaire. Et moi, ça va faire 3 ans que je prospecte avec de la vidéo, avec des séquences de vidéos même, où je prends même une petite pancarte en mettant le nom de la personne. Alors, ça prend plus de temps, mais tu as des taux d'ouverture des emails qui sont juste formidables, quoi. La personne C'est reçoit un ça, et aller email plus avec son loin. nom, quoi. Voilà, exactement. Et ça fait toute la diff. Et après, sur le full personnalisé, là, c'est bah, vous avez 400 cibles en France. Et là, bah, en fait, ça sert à rien d'automatiser un truc quand vous avez 400 personnes à appeler, envoyer un email par jour, quoi. Ouais, Bah, là, ça c'est marche pareil. encore, quoi. Ouais. Là, faut envoyer des beaux emails, quoi. Moi, j'ai des Alors, mecs c'est qui quoi m'envoient un bel email pour un toi? Parce bel que email. là, C'est on un parle email d'email. qu'on prend plaisir à lire, qu'on a envie d'ouvrir, qu'on prend plaisir à lire et quand on a fini l'email, on se dit, ça valait le coup. Ça, pour moi, un bel email. Et ça dépend de votre industrie, ça dépend de votre cible, etc. Il n'y a pas de règle absolue, mais déjà, c'est un email, t'as pas la flemme, tu vois. Et Ouais. moi, je vois des mecs, moi, j'ai des mecs qui me prospectent, ils m'envoient un email juste à moi. Et l'email, il est chiant. Je leur dis, mais les gars, si vous m'envoyez un email à la main juste à moi, faites l'effort. D'écrire un truc intéressant, quoi. Voilà. Et moi, comment est-ce que je fais? En fait, je prends tous les emails que je reçois en prospection et je prends les plus intéressants. J'ai reçu un email de prospection d'un CEO. Je lui ai répondu, je lui ai dit, mec, c'est un call d'email ou pas? Enfin, un email de prospection. Bah, il m'a dit oui. J'ai dit, mec, je lui ai répondu parce que je pensais que c'était pas un email de prospection. Tellement il était bien écrit, C'est bien tellement écrit. c'était parfait. Mais par contre, pour faire ça, faut des petites audiences. Vous pouvez pas envoyer un email à 100 000 personnes et qui s'en rendent pas Ouais. compte. Mais en fait, il a sûrement fait une audience de 200-300 personnes. Il l'a envoyé. Et bon, c'est du Donc, semi-personnalisé, mais ce que j'entends, en fait, typiquement, tu es une PME, imaginons, je vais prendre un exemple, de la plasturgie, qui veut toucher des grands comptes de l'automobile, par exemple. ouais. Là, je sais pas, tu vas prendre les 3 ou 4 grands faiseurs en France de l'automobile, tu peux avoir la liste finalement des acheteurs assez facilement, par exemple, et tu pourrais faire un truc hyper personnalisé en termes de stratégie avec un email, un recommandé que tu enverrais spécifiquement pour ces acheteurs-là. C'est quelque chose qui pourrait forcément marcher, ce genre de choses, non? Ouais, clairement. Et là, si t'as pas beaucoup d'acheteurs, bah, fais-le à la mano et fais chaque email, rends-le unique. Mais nous, par exemple, ce qu'on a fait, nos clients, on leur envoyé une newsletter papier. On a appelé ça le journal de Germinal, genre l'Aurore et tout. Et Ouais. on a fait un truc avec une BD. On racontait nos aventures à New York parce on avait ouvert les États-Unis. Et les mecs, ils étaient ouf, genre. Et on aurait pu leur envoyer un truc papier nul. Ouais. Et on leur Ils envoyait auraient trouvé ça. ça génial, quoi. Et les mecs, c'était ouf. Et en fait, ça nous a juste pris 3 jours de plus à imaginer un truc sympa. D'accord. Et après, l'imprimeur, le truc, ça a été le même taf. Et c'est pareil, on a fait une bière pour nos clients. On leur offre pas des stylos, on leur offre Ouais, des j'ai vu bières passer ta Germin bière. Ale. Ouais. On a brassé notre propre bière, enfin, avec une petite mousse. Un partenaire qui est client maintenant. Salut Jonathan, si tu nous écoutes. Et du coup, et on leur donne une bière Germin Ale. On a fait notre Génépi. Ça s'appelle liqueur de Germine. Et du coup, tu arrives D'accord. chez un client, tu lui files une liqueur de Germine avec une Ah ouais, mais newsletter là, tu marques papier des en points, mode là. BD, en mode pour raconter des aventures à New York. Ouais. Et alors que ça nous aurait coûté le même prix, honnêtement, de leur offrir une boîte de chocolat. Ça coûte le même prix. Ouais, Hein. que tout le monde 6 va bières, ça acheter. coûte, Ouais, ça coûte 9 euros hors taxe. Hein. ouais, c'est clair. Et de leur faire une lettre papier nulle. Et ça fait toute la diff. Et c'est du multipoint de contact hyper sympa qui fait toute la diff.
Ce que j'entends moi aussi derrière tout ça, c'est l'expérience que tu offres à ton futur client, à ton prospect, la valeur que tu lui donnes. Qu'en fait, quand tu te prends la tête à rédiger un bel email, c'est aussi que tu donnes beaucoup de valeur à la personne que tu as en C'est face. ça. Et on revient C'est à la vraiment base du business, c'est du human to human. On est en train de parler entre personnes. C'est pas une boîte qui parle à une autre boîte avec un langage robotisé et des outils d'automatisation. Faut vraiment travailler cette personnalisation et cette expérience que tu as. Bah moi, ce qui me fait mal, c'est que je vois des sales qui passent énormément de temps à préparer un rendez-vous et qui envoient des emails tout pourris. Je leur dis, mais vous, quand vous êtes en rendez-vous, vous écoutez la personne, vous essayez de faire du lien, vous lui prenez des nouvelles de sa famille, vous avez des conversations, c'est hyper cool d'être avec vous. Pourquoi est-ce que quand vous envoyez un email, vous essayez pas de faire le même effort? Il y a un truc dans le B2B, parfois surtout dans le secteur industriel, mais c'est de moins en moins, hein, les choses évoluent, où on a l'impression que c'est pas pro en fait. Moi je te donne un exemple, j'ai formé beaucoup d'équipes commerciales. Et je leur disais, quand je les formais à prospecter, parce que des fois, il y a des commerciaux, ça peut paraître étonnant, mais qui téléphonent pas beaucoup en fait. Donc, j'ai formé des équipes commerciales sur la façon de téléphoner sans passer pour un gros lourdeau de commercial et avec une approche un peu plus humaine. Mais ce que je voyais, c'est que je leur disais, écoutez, appelez les gens par leur prénom quand vous téléphonez. Moi, j'appelle quelqu'un, je dis bonjour Grégoire, je suis Karine de l'agence Nil, voilà, etc. Et les gars, déjà, j'avais des débats parfois de une demi-heure pour les convaincre d'appeler leurs prospects par les prénoms. Je ne vous ai pas dit de le tutoyer ou de lui taper dans le dos. Mais ne serait-ce que l'appeler par son prénom, c'est déjà quelque chose qui peut être difficile, mais on voit que ça change tout parce que le commercial de chez XX, quand il t'appelle le soir à 7 heures pour te vendre un forfait téléphonique, il t'appelle Monsieur Bourras ou Monsieur Gambato. Mais c'est ça, mais moi, le mec, il dit bonjour, est-ce que je suis bien à la Société Germinal? Ouais, bah là, tu Mais là, raccroches. t'es rodé direct. Tu Genre, c'est raccroches direct. fini, c'est fini. Bah non, désolé, chez Société The Galleon. Et quand il m'appelle pour The Galleon, je dis que c'est Société Germinal. C'est ça d'avoir deux boîtes, Et c'est donc, tu juste le rends pour dingue, tu le rends dingue pendant 2 jours, quoi. le pauvre. Ok. Ok. Ça fait une petite demi-heure qu'on discute. Donc là, si je retiens un petit peu les éléments de notre conversation, bon, personnalisation, ça c'est quelque chose d'important. Itération, c'est aussi un mot que j'ai entendu, que tu as prononcé, qui me semble vraiment très, très important. Évitons de lancer des usines à gaz, d'y réfléchir pendant des mois. Lançons quelque chose rapidement, testons, on voit ce qui marche et on industrialise ce qui marche. Et on peut gagner comme ça énormément finalement en termes d'économie d'échelle. C'est juste énorme aussi, j'imagine. Euh, tu peux nous donner un exemple du type sur des campagnes de ce type-là, de ce que tu as pu mener, notamment en B2B. C'est quoi le type de retour qu'on peut obtenir? Alors, je sais que ça dépend de l'objectif, mais comment ça fonctionne? Et derrière, qu'est-ce que tu peux attendre en termes d'impact sur ton business en mettant en place ce type de stratégie? Bah, en fait, nous, pour Germinal, on a mis en place une stratégie de contenu massive. Alors après, on n'est pas des indus, mais c'est particulier. Mais nous, aujourd'hui, on arrive à générer entre 50 et 80 leads par mois. D'accord. En entrant, on a nos sales, ils prennent que des calls entrants, en fait. Ils ont juste des leads entrants, ils ont pas. Donc ça, c'est notre aspect, notre stratégie un peu média. Pour moi, aujourd'hui, si vous avez une boîte qui s'adresse à plus de 5000 boîtes, c'est-à-dire vous avez un marché assez gros quand même, vous devez créer un média. En fait, votre service marketing, c'est un média. Et en termes de ROI, si vous êtes sur des cibles plus courtes, moi, sur des emails, on arrive à avoir des taux d'ouverture de 60-70%. Et des fois, D'accord. on a 7 à 8% des gens qu'on a contactés qui répondent. Ok. Donc, Donc, c'est tu énorme peux, en fait. Ouais, tu c'est peux énorme vraiment ça. générer. Alors après, il y a des campagnes où ça marche moins bien, bien sûr, mais tu peux vraiment générer beaucoup de leads. Et pour moi, et surtout, tu peux générer 3, 4, 5 leads par jour. Après, ils sont pas tous chauds, il va falloir discuter avec eux, etc. Mais tu peux faire des trucs. Et pareil, sur des boîtes où on a généré de la stratégie de contenu, on arrive à pour 2, 3 euros avoir des gens qui téléchargent un livre blanc hyper quali. Après, on va aller les chercher par email. Et à la fin, tu en auras un sur 10, un sur 15 qui sera intéressé. Mais en fait, tu n'as fait aucune action manuelle. Donc, pour moi, le ROI peut vraiment être fort. Et en fait, Ouais. si votre ROI n'est pas fort, il y a quelques industries où c'est le cas. C'est quand vous êtes dans une industrie, là où les quick wins, entre guillemets, ces petites actions n'ont pas marché, c'est si vous êtes dans une industrie avec énormément de compétition, où tout le monde se Ouais. connaît, où en fait tout marche au réseau, il va falloir être meilleur que tout le monde, il va falloir avoir un contenu incroyable, une marque incroyable, une histoire à raconter qui soit incroyable, et ça prend du temps, et ça, c'est pas du growth hacking. Ouais. Et nous, par exemple, chez Germinal, je vais être transparent, on a un peu roulé sur la concurrence, c'est-à-dire que pas de façon générale, mais sur cet aspect, on a peu de sales, etc. Et en fait, nous, on s'est dit, on va créer un média. Et on a vraiment bossé pour créer un média et vraiment beaucoup parler, faire des lives, etc. Et aujourd'hui, ça fait une énorme différence. Et en fait, il y a des boîtes qui ne voient que nous. Et j'ai envie de dire en B2B, il y a tellement de peu de boîtes qui font de la vraie C'est clair. visibilité de bonne C'est clair. qualité. Le plus visible gagne. C'est clair. Ouais. C'est aussi Ça, simple je, que ça. ça, je partage avec toi. Nous, on a eu cette stratégie aussi chez Nil, alors, sans faire forcément de growth hacking, mais on a essayé d'être notre propre média.
crée beaucoup de contenu avec toujours, ça c'est super important de le préciser, c'est toujours aussi des contenus qui apportent de la valeur. Il ne s'agit pas de raconter sa vie, de dire qu'on est les meilleurs. Quand on fait un média, c'est pas pour parler de nous. Et, C'est ouais, les avoir gens, des ils s'en foutent contenus de vous. ils s'en foutent complètement. Par Complètement, contre, ils en ont rien à carrer. donc, si vous aviez un doute, voilà, Grégoire vient de vous lever le Non, doute. mais si vous m'écoutez, les gens s'en balancent. Moi, j'ai un Ils s'en mec, foutent complètement. il y a un mec qui me disait, oui, mais si je parle pas de moi, comment je vais vendre mon produit? Non, mais les Mec, gens mais en s'en fait, foutent même du produit. Le produit fait plus la différence aujourd'hui, de toute façon, parce qu'on non, est ce qui tous fait la bons sur le différence, produit. on vient bosser avec vous parce qu'on voit que vous avez une expertise et en fait, les gens, ils se rendent compte. Et là, quand même, ce que tu fais ton podcast, si tu passais ton podcast à parler de toi et à dire ce que tu faisais, bien Personne entendu n'écoute. qu'on devine ce que tu fais, c'est hyper cool et on sent dans ce que tu dis qu'il y a de l'expertise et compagnie, mais à aucun moment c'est pushy et c'est hyper intéressant et moi, ça me donne envie de t'envoyer des clients. Ouais, Si tu étais là à parler de toi, déjà, tu aurais une audience beaucoup plus faible et moi, j'aurais jamais accepté de venir dans ce podcast. Et là, du coup, c'est hyper intéressant. Donc, en fait, ce que tu fais là, c'est cool. Et bien entendu que c'est comme quand vous voulez des amis. Est-ce que vous allez voir un mec avec une tarte aux abricots dire je cuisine hyper bien, est-ce que tu veux devenir mon ami? Et ben, c'est exactement ça pareil. peut peut-être marcher dans certains contextes. Ouais, dans certains contextes, ça peut marcher. Et c'est exactement pareil quand vous allez sur LinkedIn, vous envoyez un email et vous parlez de votre produit et vous parlez de votre produit au mec et vous en foutez de savoir qui il est. On devient ami à quelqu'un en discutant avec lui, en lui faisant parler de lui, en apprenant à mieux le connaître et ensuite en lui montrant nos qualités, en lui faisant deviner nos qualités. On ne devient pas ami avec quelqu'un en arrivant avec un cadeau et en lui demandant s'il veut devenir ton ami. Merci pour tout ça, Grégoire. Une dernière chose, est-ce que tu as trois choses que tu retiens de toute notre conversation? Si un auditeur ne devait retenir que trois choses de ce que tu nous as raconté et de notre échange, tu lui dirais quoi? Bah, la première chose, c'est commencez petit. Quand vous avez une idée, faites-le le plus petit possible, le plus simple possible. Prenez vraiment le plus petit dénominateur, testez-le et si ça marche, alors là, vous passez à l'échelle et vous commencez à arrêter dans la complexité. Mais c'est vraiment important de ne pas passer beaucoup de temps sur la préparation et sur l'idéation, mais il faut passer beaucoup de temps sur l'exécution. Donc, faites des trucs petits avec un petit impact et c'est là où vous arriverez à tester vite. Ça, c'est hyper important. Deuxième chose, ce que je disais juste avant, les gens, ils n'ont pas envie que vous parliez de vous. Ils ont envie que si vous lancez une marque, parlez-leur comme à des êtres humains. Parlez-leur parce que il faut que ce soit agréable de parler avec vous, comme quand vous êtes en physique. Il faut que ce soit agréable de parler avec vous. Et ben, quand vous parlez via vos canaux d'acquisition en ligne, il faut que ce soit agréable de parler avec vous, que ça donne envie. Et ça passe pas par balancer un pitch, etc. Ça passe avant tout par juste être sur la discussion, être sur l'envoi de valeur, l'échange, etc. Et enfin, considérez votre marque comme quelque chose d'hyper important, une marque en B2B comme une marque en B2C. Et faites un truc sexy, faites un truc cool, faites un truc qui donne envie. Et en fait, vous verrez, ça fera la différence. Et aujourd'hui, il y a énormément de marques en B2B qui ne le font pas. Et du coup, vous dites, ouais, mais c'est pas indispensable. Mais en fait, les marques qui le font aujourd'hui, elles ont un avantage incroyable sur les autres. Et juste, bah, elles ont beaucoup moins de sales, elles ont beaucoup moins de dépenses en market parce qu'en fait, si vous produisez du bon contenu, le contenu se diffuse tout seul. Ouais. Quand vous avez du mauvais contenu et une marque qui n'est pas cool avec un ton robotique, vous êtes obligé de dépenser des fortunes pour que les gens vous voient. Et parce qu'il n'y a pas de partage. Et nous, en fait, on a fait du contenu et c'est marrant parce que nous, notre contenu, maintenant, les gens se le partagent. J'ai des posts LinkedIn qui expliquent pourquoi, ce qu'ils ont appris en regardant mes vidéos et pourquoi c'est génial et qui me taguent. Et ça me coûte 0 €. Et c'est génial. Tout, ouais. Et voilà, ça passe en donnant de la valeur aux gens, en ayant une marque cool et en testant, en commençant toujours par le plus petit. Voilà. Eh ben, c'est top. Merci pour tous ces conseils. On peut rappeler l'adresse du site de Germinal? C'est Germinal, comme le livre, enfin comme le mois de la croissance dans le calendrier révolutionnaire français. Pour ça qu'on s'appelle comme ça. C'était pas par rapport au film. Non, c'est ni par rapport au film ni par rapport au livre, c'est par rapport au mois de la croissance. Vous savez, dans le mois, il y avait Fructidor, Pluviose, etc. Et en fait, on s'est immatriculé le mois de Germinal et on s'appelle Germinal. Ou Germinal.io. Tu utilises sérieusement le calendrier révolutionnaire. Ouais, c'est ça. Et en fait, tous nos autres projets ont le nom du calendrier révolutionnaire. On s'est fait un délire avec ça. Nous, on a des projets secrets qui s'appellent Pluviose, Fructidor et tout. Donc, Germinal, comme le nom du calendrier, germinal.com, c'est ça? Voilà, germinal.io, comme Indian Ocean, germinal.io, et vous nous trouvez, vous tapez Grand Bateau, GAMBADTO, et vous nous trouvez sur LinkedIn, sur Twitter, ajoutez-moi, insultez-moi, voilà. Je rajoute ton bouquin, Growth Hacking, que tu as coécrit avec ton co-auteur. Frédéric Canvet, et avec Olivier Zongo-Martin, qui est nouveau co-auteur et qui sort en août, qui est réédité en août. Je mettrai un peu les références pour ceux qui nous écoutent sur la page du podcast. Et le dernier point, je rappelle que tu lances la semaine bientôt. C'est ça, une nouvelle offre la semaine prochaine, une offre de base de connaissances. Si vous voulez que votre équipe marketing acquisition soit toujours au top, c'est-à-dire avoir des nouveaux tips, qu'on réponde à ces questions, avoir des études de cas, du benchmark, de la vidéo en ligne, etc., on a un abonnement au mois. Et du coup, ça permet à votre équipe d'être au top tout le temps. Nous, on regarde des vidéos aux US,
on cherche sur Twitter, on fait des tests. On a un laboratoire avec 4 mecs à temps plein. Tu fais tout le boulot de test pour nous. On fait tout le boulot de veille. Et en fait, les idées, quoi. Voilà. Et le problème, c'est qu'en fait, notre métier, il évolue tellement vite qu'en fait, en 6 mois, vous êtes périmé. En fait, on fait ce boulot-là pour vous. Et nous, on fait le pari qu'on fera économiser au moins 1 à 2 journées minimum par mois aux marketeurs. Et en tout cas, nos premiers clients ne s'y trompent pas et nos clients en bêta ne s'y trompent pas. Ça apporte. Ça marche. Super, super. Merci beaucoup pour tout ça. Grégoire, merci encore d'être venu et à très bientôt. Industrial Nation, vous pouvez retrouver tous ces conseils, les conseils de Grégoire sur notre page YouTube, bien sûr. Vous retrouvez ça sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est même sur Spotify. Mes gamins se moquent de moi parce qu'ils pensent que j'ai lancé, je me suis mis dans la musique sur Spotify. Yes. Ils ont vu ma tête sur Spotify, ils ont halluciné. Mais vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast et vous retrouverez les notes de cet épisode aussi sur notre site agencelib.com. À bientôt. Salut à vous.